Imaginez ceci, une vie si parfaite qu'elle semble tirée d'un conte de fées moderne, étalée sur les écrans brillants de millions de téléphones. Des robes de créateurs, des voyages en jet privé, des sourires éblouissants figés pour l'éternité sur Instagram. C'est l'univers de Viviane Dubois, une influenceuse aux millions d'abonnés, qui, ce matin-là, publiait un hommage flamboyant à sa mère adoptive, Madame Éléonore de Montaigne. Une femme d'affaires redoutable à la tête d'un empire dont la seule présence suffisait à faire trembler les marchés et à éblouir les foules. Le poste, un carrousel de photos luxueuses, célébrait leur lien indéfectible, leur réussite éclatante et une vie sans nuages où chaque instant était une ode à la perfection. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton j'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. À quelques kilomètres de là, dans un quartier où les couleurs vives des affiches publicitaires ne parvenaient pas à masquer la grisaille des immeubles, Claire Martin tenait un vieux téléphone dont l'écran fissuré peinait à afficher les images scintillantes. Ses doigts rêches, marqués par des années de labeur, effleuraient le visage souriant de Viviane, un sourire qui lui était étrangement familier, un écho lointain d'un passé qu'elle s'efforçait d'oublier, mais qui la rongeait chaque jour un peu plus. Les larmes, chaudes et amères, brouillaient de sa vue, se mélangeant à la sueur froide qui perlait sur son front. Ce matin-là, le monde de Claire venait de s'effondrer une fois de plus, mais cette fois, l'humiliation était publique, brutale et filmée. Monsieur Dubois, l'huissier, un homme au visage dur et aux manières expéditives, se tenait devant sa porte entr'ouverte. Ses yeux froids balayaient le minuscule appartement, ne s'attardant sur rien, pas même sur le petit lit où Léo, son fils de 8 ans, toussait faiblement. « Madame Martin, nous en sommes au 3e avis. Le loyer n'a pas été payé depuis 3 mois. La procédure d'expulsion est se lancer. Vous avez 24 heures pour quitter les lieux. » Sa voix était monocorde, dénuée de toute empathie, résonnant comme un couperet dans le silence pesant de l'appartement. Claire, le cœur battant à tout rompre, tentait de supplier, les mains jointes. « S'il vous plaît, Monsieur Dubois, mon fils est malade. Il a besoin de médicaments. Je n'ai pas pu. Je vous jure que je trouverai l'argent. » Mais l'huissier, impassible, secoua la tête. « Les excuses ne peinent pas le loyer, Madame Martin. » Pendant ce temps, une voisine, Madame Dupont, une femme aux cheveux peroxydés et au regard inquisiteur, tenait son téléphone à bout de bras, filmant la scène avec une avidité à peine dissimulée. Les lumières de l'écran clignotaient, capturant chaque détail de l'humiliation de Claire. « Regardez-moi ça, une autre assistée qui ne paye pas ses dettes », commenta-t-elle à son téléphone, sa voix aigre-douce résonnant dans le couloir. Quelques minutes plus tard, la vidéo était déjà en ligne, sur Voisins Vigilants, un groupe de quartier accompagné de commentaires acerbes sur les profiteurs et les mauvais parents. Claire sentait son visage rougir de honte, une chaleur brûlante qui n'avait rien à voir avec la fièvre de Léo. Elle était exposée, jugée et condamnée par des inconnus. Léo, réveillé par le vacarme, se traînant hors du lit, ses petits yeux fiévreux fixant sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il d'une voix faible, sa petite main cherchant celle de Claire. La vue de son fils, si fragile, si innocent, brisa le peu de résistance qui lui restait. Elle le serra contre elle, cachant son visage dans ses cheveux, espérant que ses larmes ne le mouilleraient pas. 20 ans plus tôt, une femme riche, Éléonore de Montaigne, lui avait promis une vie meilleure pour sa fille. Léa, alors un bébé. Une promesse qui s'était transformée en un abîme de souffrance et de regret. Claire avait fait un choix déchirant, pensant offrir un avenir à son enfant, mais le prix à payer avait été son cœur, son âme, et désormais sa dignité. Alors qu'elle tentait de calmer Léo, son vieux téléphone vibra. Un message WhatsApp d'un numéro inconnu. Le texte, court et mystérieux, fit battre son cœur d'une anxiété nouvelle. Le passé de Léa n'est pas ce qu'il semble être. Cherche la vérité. Claire relut le message plusieurs fois, ses yeux écarquillés. Qui était Léa? Et pourquoi ce message maintenant, au moment le plus sombre de sa vie? Elle leva les yeux vers la photo de Viviane sur l'écran, son esprit s'accrochant à une pensée folle. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce message n'était que le premier fil d'une toile complexe, tissée de mensonges et de secrets, qui allait bientôt se déchirer, révélant une vérité bien plus choquante que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le message anonyme laissa Claire pétrifiée, le cœur serré dans une étreinte glaciale. Léa.
Ce nom, murmuré par son âme depuis 20 ans, résonnait désormais avec une urgence nouvelle, brisant le silence assourdissant de son désespoir. Qui pouvait bien lui envoyer un tel avertissement? Et comment cette personne connaissait-elle l'existence de Léa, un secret qu'elle avait enfoui si profondément? La confusion se mêlait à une lueur d'espoir fragile, une étincelle dans l'obscurité qui l'enveloppait. Mais avant même qu'elle ne puisse explorer cette piste inattendue, la réalité brutale la rattrapa. L'expulsion était imminente, et Léo, son petit Léo, toussait de plus belle, sa fièvre montant en flèche. Ses économies étaient épuisées, son compte bancaire affichant un solde dérisoire, à peine de quoi acheter une baguette de pain. Désespérée, Claire passa la nuit à chercher des solutions. Elle envoya des SMS à toutes les connaissances qu'elle avait, implorant de l'aide, mais les réponses furent rares et évasives. « Désolé, Claire, je suis moi-même à découvert. Pas facile en ce moment. Essaie la banque alimentaire. » Personne ne pouvait ou ne voulait l'aider. L'image de Léo, pâle et tremblant, la hantait. Il avait besoin de médicaments, d'un vrai médecin, pas seulement de tisanes et de prières. Le lendemain matin, les hommes de l'huissier revinrent, plus nombreux, plus déterminés. Claire et Léo furent mis à la porte, leurs maigres possessions entassées sur le trottoir sous le regard curieux et impitoyable des voisins. Madame Dupont filmait à nouveau, sa voix commentant en direct sur Instagram Stories. « La voilà, la mère indigne, enfin dehors. Justice est faite! » L'humiliation était totale, brûlante, laissant Claire vide de toute force, si ce n'était celle de tenir Léo serré contre elle. Sans abri, sans le sou, Claire erra dans les rues de Paris, Léo dans les bras, enveloppé dans une vieille couverture. La ville, indifférente à leur détresse, défilait autour d'eux. Les vitrines des boutiques de luxe, les cafés animés, les rires insouciants des passants, tout semblait se moquer de leur misère. La faim tordait son estomac, mais la douleur la plus vive était celle de voir Léo souffrir. Il avait besoin de chaleur, de nourriture, de soins. Elle repensa à la promesse d'Éléonore, 20 ans plus tôt, une promesse de vie meilleure qui avait scellé le destin de Léa et le sien, une promesse qui, aujourd'hui, résonnait comme une cruelle moquerie. Alors qu'elle passait devant une boutique d'articles de luxe, Éclat Paris, un panneau « Recherche personnelle d'entretien » attira son regard. L'enseigne était rutilante, les vitrines débordant de bijoux scintillants et de vêtements hors de prix. C'était une filiale du conglomérat d'Éléonore de Montaigne, elle le savait. La perspective de travailler pour la femme qui avait détruit sa vie lui tordait les entrailles, mais la survie de Léo primait sur toute fierté. Elle poussa la porte, le cœur lourd. La gérante, une femme aux cheveux tirés et au regard acéré, Madame Dubois, la dévisagea de haut en bas. « Vous, pour le nettoyage, vous avez l'air un peu usé. » Le ton était méprisant, l'humiliation se poursuivait. Claire, la voix tremblante, répondit « J'ai besoin de travailler. Je ferai n'importe quoi. » Madame Dubois haussa un sourcil. « Très bien. Le salaire est misérable, les heures longues et la moindre faute sera sanctionnée. Compris? » Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle avait trouvé un abri pour la nuit dans un foyer d'urgence, mais l'argent du salaire, même misérable, était vital pour Léo. Les jours suivants furent un enfer. Claire travaillait de nuit, vidant les poubelles, frottant les sols en marbre, astiquant les vitrines. Chaque soir, elle se sentait de plus en plus invisible, un fantôme parmi les objets de luxe. Madame Dubois, la gérante, ne manquait jamais une occasion de la rabaisser. « Claire, ce miroir n'est pas parfait. Refaites-le. » Ou « Vous êtes trop lente, on dirait que vous avez des balais dans les pieds. » Les autres employés, jeunes et branchés, l'ignoraient superbement, ou pire, la regardaient avec un dégoût à peine voilé. Un soir, alors qu'elle nettoyait les toilettes du personnel, elle entendit des éclats de rire. C'était Madame Dubois, au téléphone. « Oui, Éléonore, tout est sous contrôle ici. La petite vermine est à sa place, elle ne posera aucun problème. Elle est trop occupée à frotter mes sols. » Claire sentit un frisson la parcourir. Éléonore savait qu'elle était là, et elle s'en réjouissait. Quelques jours plus tard, l'événement tant attendu eut lieu. Viviane Dubois, l'influenceuse, devait visiter la boutique pour une séance photo et la promotion d'une nouvelle collection. Claire, cachée dans l'arrière-boutique, la vit arriver. Viviane était magnifique, vêtue d'une robe scintillante, son sourire éclatant illuminant la pièce. Les flashs des photographes scrépitaient, les employés se bousculaient pour la saluer. Claire la regarda, le cœur serré. C'était Léa. Sa Léa. Elle avait grandi, devenue une femme éblouissante, loin de la petite fille maigre qu'elle avait été. Viviane ne la remarqua pas, perdue dans le tourbillon de la gloire.
Mais un instant, leurs regards se croisèrent, juste une fraction de seconde, et Claire perçut une tristesse fugace dans les yeux de Viviane, un voile d'ombre derrière le sourire parfait, comme si même la perfection pouvait cacher une mélancolie profonde. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle nettoyait le bureau de Madame Dubois, Claire trouva un document glissé sous un tapis. C'était une vieille facture datant de 20 ans d'un cabinet d'avocats réputé. Le montant était astronomique. Et, à côté du nom d'Éléonore de Montaigne, il y avait une note manuscrite à peine lisible. Affaire Léa, adoption, urgence, silence. Le sang de Claire se glaça. Adoption, urgence, silence. Tous les mots qui avaient marqué le début de son cauchemar. Elle sortit son téléphone, ses mains tremblantes, et photographia la facture, zoomant sur la note. Mais ce n'était pas tout. En rangeant un tiroir oublié, elle découvrit une petite boîte en bois. À l'intérieur, parmi de vieilles babioles, se trouvait une photo déchirée. Une Éléonore jeune, souriante, tenant un bébé dans ses bras, et dans un coin déchiré, à peine visible, un fragment de visage, un visage familier. Le sien. La photo était si abîmée, si fragmentée, mais Claire n'eut aucun doute. C'était elle, Claire et Léa, avant qu'Éléonore ne les sépare. Cette découverte était le début d'une vérité qu'elle ne soupçonnait pas encore. La facture d'avocat et la photo déchirée furent un électrochoc pour Claire. Léa. Adoption, silence. Ces mots résonnaient dans son esprit, déverrouillant des souvenirs douloureux, des fragments de vérité qu'elle avait cru enfouis à jamais. Elle tenait entre ses mains les premières pièces d'un puzzle macabre, des indices qui reliaient son passé brisé à la vie opulente de Viviane et à la cruauté d'Éléonore. La tristesse qu'elle avait perçue dans les yeux de Viviane lors de leur bref croisement prenait soudain un sens nouveau. Léa n'était pas seulement une victime des circonstances, elle était peut-être aussi une victime du silence et des mensonges. La faim, la fatigue, l'humiliation, tout s'effaça devant une rage froide, une détermination inébranlable. Claire ne voulait plus seulement survivre, elle voulait la vérité, pour Léo, pour Léa, pour elle-même. Les jours suivants, Claire se transforma en une ombre silencieuse, observant, écoutant, enregistrant. Son vieux téléphone, bien que fissuré, devint son arme secrète. Elle le cachait dans la poche de son uniforme, le mode enregistrement activé dès qu'elle sentait une conversation suspecte. Madame Dubois, la gérante, continuait ses brimades, mais Claire les supportait avec une patience nouvelle, sachant que chaque insulte, chaque menace était une preuve potentielle. « Claire, vous êtes un fardeau pour cette entreprise. Éléonore ne supporte pas les faibles et encore moins les traînards. » lança un jour Madame Dubois, son visage déformé par le mépris. Claire, impassible, répondit « Je fais mon travail, madame. » Mais son téléphone, discrètement posé sur une étagère, capturait chaque mot. Un soir, alors qu'elle nettoyait le bureau de Madame Dubois, Claire entendit un appel téléphonique. Madame Dubois parlait à Éléonore, sa voix mielleuse et obséquieuse. « Oui, Madame de Montaigne, j'ai bien reçu les instructions. Ne vous inquiétez pas, la femme de ménage ne posera aucun problème. Elle est trop abattue pour réagir. Et pour l'affaire Léa, tout est sous contrôle, les anciens dossiers ont été purgés, personne ne saura rien. » Claire sentit un frisson la parcourir. Purgé. Éléonore avait effacé les traces de son passé, de leur passé. Elle photographia discrètement l'écran de l'ordinateur de Madame Dubois où un fichier intitulé « Projet Léa, confidentialité maximale » était ouvert. Elle ne put en voir le contenu, mais le titre seul était une confirmation de ses pires craintes. L'état de Léo, lui, ne s'améliorait pas. Sa toux s'aggravait, sa fièvre persistait. Les quelques euros qu'elle gagnait ne suffisaient pas à acheter les médicaments coûteux dont il avait besoin. Claire se sentait déchirée entre son besoin de justice et son devoir de mère. Mais elle savait que la vérité était le seul héritage qu'elle pouvait laisser à ses enfants. Un jour, en fouillant dans un vieux placard de la boutique, elle découvrit une boîte poussiéreuse contenant des archives. Parmi des factures et des contrats, elle trouva un document jauni, un avis d'adoption datant de 20 ans. Le nom de l'enfant était Léa Martin. Le nom de la mère biologique était Claire Martin. Et le nom des parents adoptifs, Éléonore de Montaigne. Claire sentit ses jambes flageoler. C'était là, noir sur blanc, la preuve irréfutable. Mais le document était accompagné d'une note manuscrite au bas de la page. Contrat de silence et compensation financière, 50 000 €. 50 000 €. C'était la somme qu'Éléonore lui avait proposée il y a 20 ans pour une vie meilleure pour Léa.
Mais Claire n'avait jamais vu cet argent. Elle avait été manipulée, trompée et abandonnée. La colère monta en elle, une fureur glaciale qui lui donnait une force nouvelle. Elle photographia le document sous tous les angles, s'assurant que chaque détail, chaque signature, chaque note était capturée. Elle se souvint alors du message WhatsApp anonyme. « Le passé de Léa n'est pas ce qu'il semble être. Cherche la vérité. » Ce message n'était pas un hasard. Quelqu'un d'autre savait. Quelqu'un d'autre voulait que la vérité éclate. Un soir, alors qu'elle rangeait les poubelles, elle tomba sur une vieille employée, Madame Fournier, une femme aux cheveux blancs et au regard doux qui travaillait là depuis des décennies. Madame Fournier la regarda avec une compassion inattendue. « Vous me rappelez quelqu'un, ma pauvre enfant. Une jeune femme, il y a longtemps, qui a tout perdu ici. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Qui ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Madame Fournier baissa la voix, jetant un coup d'œil autour d'elle. « Une histoire triste, une adoption forcée, des mensonges. » Madame de Montaigne était impitoyable. Elle voulait un enfant et elle l'a eu, peu importe le prix. La vraie mère a été réduite au silence, on l'a fait disparaître. Claire, les larmes aux yeux, murmura. « C'était moi. » Madame Fournier la regarda, les yeux écarquillés, puis tendit la main et lui donna un petit médaillon ancien, gravé d'un L délicat. « Tenez, il appartenait à la vraie mère de la petite. Elle l'avait oublié ici, le jour où ils l'ont emmené. » Claire ouvrit le médaillon. À l'intérieur, une minuscule photo fanée d'elle-même, jeune, tenant un bébé souriant. Léa. Le médaillon était la pièce manquante, le lien tangible avec son passé volé. Madame Fournier ajouta. « Je me souviens aussi d'un avocat, Maître Leclerc. Il était impliqué dans l'affaire. Un homme honnête, je crois. Il n'aimait pas les méthodes d'Éléonore. » Claire avait maintenant des preuves. La facture d'avocat, le document d'adoption, l'enregistrement des paroles de Madame Dubois, le médaillon et le nom d'un avocat. La rage et le désespoir se transformèrent en une détermination froide. Elle n'était plus une victime. Elle était une guerrière. Le moment de la vérité approchait. Le médaillon, serré dans sa main, était un talisman, une promesse silencieuse de justice. Le nom de Maître Leclerc résonnait dans l'esprit de Claire comme une bouée de sauvetage. Elle avait désormais une direction, un but, mais la route serait longue et semée d'embûches. Léo, dans le foyer d'urgence, toussait toujours, sa petite silhouette fragile se recroquevillante sous la couverture. Chaque jour sans médicaments, sans soins appropriés, était un risque. Claire savait qu'elle devait agir vite, mais avec prudence. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de labeur et d'investigations clandestines. Claire utilisait chaque pause, chaque moment de solitude pour contacter Maître Leclerc. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle réussit enfin à le joindre. L'avocat, une voix grave et posée au téléphone, se montra d'abord sceptique. « Madame Martin, l'affaire dont vous parlez est très ancienne, et les adoptions sont généralement irréversibles. » Mais lorsque Claire mentionna Éléonore de Montaigne et le contrat de silence, une lueur d'intérêt perça dans la voix de l'avocat. « Madame de Montaigne? C'est une femme puissante, et je me souviens vaguement d'une affaire où ses méthodes étaient discutables. Venez me voir avec tous les documents que vous avez. » Claire se sentait revivre. Elle avait un allié, une voix pour la justice. Elle continua de collecter des preuves avec une méticulosité nouvelle. Elle utilisait son téléphone pour photographier des extraits de relevés bancaires d'Éléonore, trouvés par hasard dans une poubelle de bureau, montrant des virements importants vers un compte offshore juste après l'adoption de Léa. Elle enregistra une conversation où Madame Dubois se vantait d'avoir nettoyé les archives pour Éléonore, effaçant toute trace de l'existence de Claire. Les pièces du puzzle s'assemblaient, révélant un plan machiavélique orchestré avec une froide précision. Pendant ce temps, Éléonore de Montaigne, inconsciente de la tempête qui se préparait, savourait son triomphe. Elle préparait un grand gala de charité, un événement mondain destiné à célébrer les 20 ans de sa fondation pour les enfants défavorisés, une ironie amère qui n'échappait pas à Claire. Viviane, l'influenceuse, était la figure de proue de l'événement, son visage souriant ornant toutes les affiches. Sur Instagram, Éléonore postait des stories où elle se montrait généreuse, entourée d'enfants souriants, tandis que des notifications bancaires s'affichaient sur l'écran de Claire, révélant les dépenses extravagantes d'Éléonore pour le gala. Le jour du gala arriva. C'était la soirée la plus importante de l'année pour le conglomérat de Montaigne. Claire, toujours femme de ménage, fut réquisitionnée pour travailler ce soir-là afin de s'assurer que tout soit impeccable. Éléonore voulait que sa soirée de charité soit parfaite,
un symbole de sa réussite et de sa générosité. Claire, vêtue de son uniforme terne, se sentait plus invisible que jamais, mais son cœur battait d'une excitation froide. Elle avait tout prévu avec Maître Leclerc. L'avocat avait contacté des journalistes d'investigation, des personnes intègres qui cherchaient depuis longtemps à démasquer les pratiques douteuses d'Éléonore. Alors qu'elle nettoyait les toilettes des invités, Claire entendit la voix d'Éléonore, forte et claire, résonnant dans le hall. Éléonore était en pleine interview, entourée de journalistes et de caméras. 20 ans de dévouement, 20 ans à offrir un avenir à ses enfants. Ma fille, Viviane, est le plus bel exemple de ce que l'amour et l'éducation peuvent accomplir. Viviane, à ses côtés, affichait un sourire forcé, ses yeux balayant la foule avec une mélancolie que seule Claire semblait percevoir. Éléonore continua, sa voix pleine de suffisance. « J'ai toujours cru que chaque enfant méritait une chance, même ceux qui viennent de milieux défavorisés. » Claire sentit une brûlure dans sa poitrine. Défavorisée. C'était elle qu'Éléonore désignait, elle et Léa. Puis, le moment de l'humiliation ultime arriva. Éléonore, apercevant Claire dans le fond, une balayette à la main, lui fit signe. « Oh, Claire, venez ici, ma chère! » Claire, le cœur serré, s'avança. Éléonore la prit par le bras, la traînant devant les caméras, son sourire faux et condescendant. « Voici Claire, l'une de nos employées les plus dévouées. Elle nettoie nos bureaux avec une ferveur exemplaire. C'est un exemple pour tous les jeunes qui pensent que la vie leur doit tout. Le travail acharné, même dans l'ombre, est la clé du succès. » Les flashs crépitaient, les journalistes souriaient et Claire sentit son visage rougir de honte. Elle était là, devant le monde entier, réduite à un symbole de la méritocratie d'Éléonore, une preuve vivante de sa générosité. Mais au lieu de se briser, une force nouvelle monta en elle. Elle regarda Viviane, qui la fixait avec une expression de plus en plus troublée. Dans les yeux de Viviane, Claire vit une lueur de reconnaissance, une étincelle de doute. C'était le moment. Le plan de Maître Leclerc était en marche. Les journalistes d'investigation étaient en position, leurs caméras prêtes à capter la vérité. Sur son téléphone, Claire reçut un SMS de Maître Leclerc. « Tout est prêt. C'est votre moment. » Elle serra le médaillon de Léa dans sa main, le petit L gravé réchauffant sa paume. Elle avait maintenant toutes les preuves, tous les témoignages. Elle n'était plus la femme brisée d'il y a 20 ans. Elle était une mère, une guerrière, prête à se battre pour ses enfants, pour la vérité. Le masque d'Éléonore allait enfin tomber. L'humiliation publique au gala fut le coup de grâce, mais aussi le déclencheur final. Tandis qu'Éléonore se pavanait devant les caméras, utilisant Claire comme un trophée de sa fausse générosité, Claire sentait une force froide et implacable monter en elle. Elle n'était plus la victime. Elle était l'architecte de la chute d'Éléonore. Le regard troublé de Viviane, cette étincelle de doute dans ses yeux, était une confirmation que le plan de Maître Leclerc était le bon. La vérité, une fois révélée, serait une bombe. Après le gala, Claire rentra au foyer d'urgence, épuisée mais animée d'une détermination nouvelle. Elle passa la nuit à revoir toutes les preuves, chaque photo, chaque enregistrement audio, chaque document. Maître Leclerc l'avait prévenu. Éléonore de Montaigne était une adversaire redoutable dotée de ressources illimitées et d'une influence considérable. Il fallait que le dossier soit impeccable, irréfutable, pour qu'elle ne puisse pas s'en sortir par une pirouette juridique ou une campagne de dénigrement. L'avocat avait déjà mis en place un système sécurisé de partage de fichiers en ligne, un cloud crypté où Claire téléchargeait toutes ses preuves. Il avait également contacté plusieurs journalistes d'investigation réputés pour leur intégrité et leur soif de vérité, des chasseurs d'Éléonore qui attendaient depuis longtemps l'occasion de démasquer la femme d'affaires. Les jours suivants furent une course contre la montre. Léo, bien que toujours faible, montrait de légers signes d'amélioration grâce aux quelques médicaments que Claire avait pu acheter avec l'aide discrète de Mme Fournier, l'ancienne employée. Cette dernière, touchée par le courage de Claire, lui avait également fourni un témoignage écrit décrivant les manipulations d'Éléonore pour faire disparaître Claire après l'adoption. Un témoignage précieux, car il venait de l'intérieur de l'Empire de Montaigne. Claire coordonnait chaque étape avec Maître Leclerc via des messages cryptés, s'assurant que chaque détail était en place. L'avocat avait préparé un dossier juridique solide, prêt à être déposé dès que le scandale éclaterait. Pendant ce temps, Éléonore, aveuglée par son arrogance, préparait sa prochaine grande manœuvre. Elle prévoyait de lancer une nouvelle campagne publicitaire mondiale pour sa fondation, avec Viviane en tête d'affiche, renforçant ainsi son image de bienfaitrice et de mère exemplaire.
Elle organisait des réunions avec des investisseurs étrangers, des magnats des médias pour étendre son empire. Ses stories Instagram montraient des préparatifs fastueux, des voyages en jet privé, des rencontres avec des personnalités influentes. Elle était au sommet de sa gloire, convaincue que personne ne pourrait l'atteindre. Elle avait même envoyé un SMS à Claire quelques jours après le gala. « J'espère que vous avez apprécié votre moment de gloire, Claire. N'oubliez jamais votre place. » Claire lut le message, un sourire froid aux lèvres. Éléonore ne savait pas que ce moment de gloire n'était qu'un avant-goût de la chute. Le plan de Maître Leclerc était audacieux. Il ne s'agissait pas seulement d'une action en justice, mais d'une exposition publique simultanée. Le jour J, les journalistes d'investigation publieraient leurs articles sur des plateformes en ligne et des chaînes de télévision, révélant la vérité sur l'adoption de Léa et l'incarcération injuste de Claire. Au même moment, Maître Leclerc déposerait le dossier juridique complet, preuves à l'appui, et Claire, elle, ferait une déclaration publique en direct via les réseaux sociaux pour raconter son histoire, sa vérité et montrer les preuves irréfutables. La veille du jour J, Claire passa la soirée avec Léo. Elle lui raconta une histoire de courage et de vérité, sans mentionner les détails sombres. Léo, blotti contre elle, s'endormit paisiblement. Claire le regarda, son petit visage serein. C'était pour lui, pour Léa, qu'elle se battait. Pour que plus jamais un enfant ne soit arraché à sa mère, pour que plus jamais une femme ne soit réduite au silence par la puissance de l'argent et de l'influence. Elle se sentait calme, étrangement sereine, comme la surface d'un lac avant une tempête. Les années de souffrance, d'humiliation, de désespoir, tout cela allait enfin prendre un sens. Elle vérifia une dernière fois son téléphone. Le dossier complet était dans le cloud sécurisé. Les journalistes étaient prêts. Maître Leclerc avait envoyé un dernier message. Le rendez-vous est fixé pour demain, 10 heures du matin, devant le siège de Montaigne-Corps. Soyez forte, Madame Martin. Claire répondit par un simple « Je le serai ». Elle regarda par la fenêtre du foyer, les lumières de Paris scintillant dans l'obscurité. Quelque part dans cette ville, Éléonore dormait paisiblement dans son manoir luxueux, inconsciente que son empire était sur le point de s'effondrer. Quelque part, Viviane, sa fille, dormait peut-être aussi, ignorante de la vérité qui allait bouleverser sa vie. Claire se rappela le message anonyme du début. Le passé de Léa n'est pas ce qu'il semble être. Cherche la vérité. Elle avait cherché, et elle l'avait trouvée. Maintenant, il était temps de la révéler au monde. Demain, la vérité allait éclater. Demain, le masque allait enfin tomber. Le soleil du matin perçait à travers les nuages parisiens, projetant une lumière crue sur la façade imposante du siège de Montaigne-Corps. Devant l'entrée principale, une foule compacte s'était déjà rassemblée. Des journalistes, leurs caméras braquées, des curieux, leurs téléphones levés, et des employés, leurs visages empreints de nervosité et d'attente. La tension était palpable, lourde, comme l'air avant un orage. Claire se tenait un peu à l'écart, vêtue d'une robe simple mais digne, le médaillon de Léa serré contre son cœur. À ses côtés, Maître Leclerc, son visage grave et déterminé, tenait une mallette pleine de documents. Il avait l'air d'un général prêt pour la bataille. À 10 heures précises, une voiture de luxe noir s'arrêta devant l'entrée. Éléonore de Montaigne en sortit, son sourire habituel figé sur son visage, son regard balayant la foule avec une arrogance coutumière. À ses côtés, Viviane, l'influenceuse, affichait une expression plus sombre, ses yeux semblant chercher quelque chose ou quelqu'un dans la foule. Éléonore, inconsciente de la tempête qui se préparait, s'apprêtait à entrer quand Maître Leclerc s'avança, sa voix résonnant clairement dans le silence soudain. « Madame de Montaigne, un instant, s'il vous plaît. » Éléonore se retourna, son sourire se figeant. Elle reconnut Maître Leclerc, l'avocat qu'elle avait cru avoir réduit au silence il y a 20 ans. Son regard se posa ensuite sur Claire et un éclair de panique traversa ses yeux. « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » lança-t-elle, sa voix se voulant autoritaire mais trahissant une légère hésitation. Les caméras crépitaient, les micros se tendaient. Les journalistes, alertés par Maître Leclerc, sentaient que quelque chose d'énorme allait se produire. « Madame de Montaigne, » commença Maître Leclerc, sa voix claire et ferme, « nous sommes ici aujourd'hui pour révéler la vérité. La vérité sur l'adoption de Léa Martin, aujourd'hui connue sous le nom de Viviane Dubois, et la vérité sur l'incarcération injuste de sa mère biologique, Claire Martin. » La foule murmura, les visages choqués. Viviane, à côté d'Éléonore, pâlit, son regard se posant sur Claire,
puis sur Maître Leclerc, une lueur de compréhension et d'horreur traversant ses yeux. Éléonore, reprenant ses esprits, tenta de minimiser l'incident. « C'est absurde! Cette femme est une folle, une ancienne employée rancunière! » Mais Maître Leclerc ne la laissa pas faire. « Absolument pas, Madame de Montaigne. Nous avons des preuves irréfutables. » Il brandit une tablette et sur l'écran géant installé pour l'occasion, des images apparurent. La facture d'avocat datant de 20 ans avec la note manuscrite. Affaire Léa, adoption, urgence, silence. Puis à cette des extraits de relevés bancaires d'Éléonore montrant un virement de 50 000 € vers un compte offshore, le jour même où Claire avait été contrainte de céder sa fille. La foule haletait. Éléonore, le visage blême, tenta de protester. « Ce sont des faux, une tentative de chantage. » Mais Maître Leclerc, impassible, continua. « Et voici un enregistrement audio, Madame de Montaigne. Un enregistrement de Madame Dubois, votre gérante, se vantant d'avoir purgé les archives pour effacer toute trace de Madame Martin. » La voix de Madame Dubois résonna dans les haut-parleurs, claire et distincte. « Oui, Éléonore, tout est sous contrôle ici. La petite vermine est à sa place, elle ne posera aucun problème. Elle est trop occupée à frotter mes sols. Et pour l'affaire Léa, tout est sous contrôle, les anciens dossiers ont été purgés, personne ne saura rien. » Le choc fut palpable. Les journalistes, leurs stylos et leurs caméras en action ne perdaient pas une miette. Viviane, les larmes aux yeux, regarda Éléonore, une expression de trahison et de dégoût sur son visage. « Maman, » murmura-t-elle, sa voix brisée. Éléonore, prise au piège, ne savait plus quoi dire. Son masque de bienfaitrice s'effritait sous le poids des preuves. Puis, Claire s'avança. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans le silence. « Il y a 20 ans, j'étais une jeune mère désespérée. Mon mari était décédé, je n'avais pas d'argent pour nourrir ma fille, Léa. Madame de Montaigne m'a approché, me promettant une vie meilleure pour mon enfant. Elle m'a dit qu'elle l'aimerait, qu'elle prendrait soin d'elle. » Claire marqua une pause, les larmes coulant sur ses joues, mais ses yeux restaient fixés sur Éléonore. « Mais elle m'a menti. Elle n'a jamais payé les 50 000 € promis. Et quand j'ai essayé de récupérer ma fille, elle m'a fait accuser à tort de vol et m'a fait envoyer en prison. Pendant 20 ans, j'ai été séparé de ma fille, sans savoir si elle était heureuse, si elle pensait à moi. » La foule était sous le choc. Les commentaires en ligne explosaient, des hashtags comme « Cherche justice pour Claire » et « Vérité de Montaigne » inondant les réseaux sociaux. Viviane, les larmes coulant librement sur son visage, s'avança vers Claire. Elle tendit la main, tenant le médaillon que Claire lui avait donné. « Maman, » dit-elle, sa voix tremblante, « tu as toujours été mon innocent sauveur. » Elle se tourna vers la foule. « J'ai toujours ressenti un vide, une absence. J'ai mené ma propre enquête. J'ai trouvé ce médaillon, cette photo, et j'ai découvert les mensonges de ma mère adoptive. » Elle regarda Éléonore, son regard rempli d'une douleur profonde. « Tu m'as volé ma mère. Tu nous as menti à toutes les deux. » Éléonore, le visage décomposé, tenta de s'enfuir, mais les gardes de sécurité, alertés par Maître Leclerc, l'interceptèrent. Son empire s'effondrait sous ses yeux. Les journalistes se précipitaient sur elle, leurs questions fusant comme des balles. Madame Dubois, la gérante, fut également arrêtée, les images de son complot diffusées en boucle. Claire, les larmes aux yeux, serra Viviane dans ses bras. 20 ans de douleur, de séparation, de mensonges s'effaçaient dans cette étreinte. La vérité avait enfin éclaté et rien ne serait plus jamais comme avant. La vérité avait éclaté, brisant le silence assourdissant de 20 années de mensonges. Le choc fut planétaire. Les images d'Éléonore de Montaigne, le visage décomposé, tentant de fuir les caméras, firent le tour du monde. Les articles de presse, les reportages télévisés, les podcasts d'investigation, tout convergeait vers un seul point. La chute d'une impératrice de l'argent, démasquée par la femme qu'elle avait cru pouvoir détruire. Les conséquences pour Éléonore furent dévastatrices. L'enquête judiciaire menée par Maître Leclerc et les autorités révéla l'étendue de sa fraude, de ses manipulations et de ses pratiques illégales. Elle fut accusée de coercition, de fausse incarcération, de falsification de documents et de détournement de fonds. Son empire financier, bâti sur le mensonge et l'exploitation, s'effondra comme un château de cartes. Les investisseurs se retirèrent, les partenaires commerciaux rompirent de leurs contrats et sa fondation, autrefois symbole de sa générosité, fut dissoute. Éléonore de Montaigne, autrefois vénérée, devint un paria, son nom synonyme de trahison et de cruauté.
Elle fut condamnée à une lourde peine de prison, perdant tout ce qu'elle avait amassé, y compris sa réputation et l'estime de ceux qui l'avaient autrefois admirée. Madame Dubois, sa complice, fut également jugée et condamnée, son rôle dans le complot étant clairement établi par les preuves irréfutables de Claire. Pour Claire, le chemin fut long, mais la récompense inestimable. La justice lui rendit non seulement son honneur, mais aussi son identité. Le tribunal reconnut officiellement son statut de mère biologique de Léa et une compensation financière substantielle lui fut accordée pour les 20 années de souffrance et d'injustice. Mais la plus grande des récompenses fut la réconciliation avec sa fille. Léa, désormais Viviane Martin, abandonna le nom de Dubois, un symbole de son passé volé. Elle quitta le monde des influenceurs, dégoûtée par la superficialité et les mensonges qu'ils représentaient. Elle utilisa sa propre fortune, héritée de son père biologique, qui avait laissé un testament en sa faveur, ignoré par Éléonore, pour créer une fondation à son tour, non pas pour le prestige, mais pour aider réellement les mères célibataires en difficulté, celles qui, comme Claire, se battaient pour la survie de leurs enfants. Léo, le fils de Claire, reçut enfin les meilleurs soins médicaux. Sa santé s'améliora considérablement et il put grandir entouré de l'amour de sa mère et de sa grande sœur, Viviane. La famille, brisée par le destin et la cruauté d'Éléonore, était enfin réunie, plus forte que jamais. Claire, avec l'aide de Maître Leclerc, devint une figure emblématique de la lutte pour les droits des mères. Elle donna des conférences, témoigna dans des documentaires, et son histoire inspira des milliers de personnes à travers le monde. Un livre, retraçant son parcours, devint un best-seller international et une grande plateforme de streaming, Netflix, proposa de produire une série basée sur son histoire pour que la vérité ne soit jamais oubliée. Le contraste entre le avant et le après était saisissant. Claire, autrefois humiliée, sans abri et sans voix, était devenue une femme respectée, dont la dignité et le courage inspiraient des millions. Viviane, l'influenceuse à la vie parfaite, avait trouvé sa véritable identité et un sens à son existence en se battant pour la justice et en aidant les autres. Leur histoire devint un symbole de résilience, de l'amour inconditionnel d'une mère et de la puissance de la vérité. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Claire et Viviane vivent ensemble, entourées de l'amour de Léo. Leur maison, modeste mais chaleureuse, est un havre de paix, loin du faste et des mensonges du passé. Elles ont créé une communauté en ligne, les Voix de la vérité, où des milliers de personnes partagent leurs propres histoires d'injustice et trouvent soutien et conseils. Des changements législatifs ont été proposés, inspirés par leur combat, pour mieux protéger les mères et les enfants dans les procédures d'adoption. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.